Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons Sport qui accueille ce soir un invité de marque. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yassine Zergueni qui est membre de la commission médicale de la FIFA, mais pas que. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue. Merci, merci. Alors, votre CV est tellement long que je vous laisse choisir les titres que vous voulez. Hein. Vous êtes membre de la commission médicale FIFA. Vous exagérez un peu sur la longueur du CV. Il faut savoir modestie garder en toutes circonstances. Ah oui. Je suis de formation, pour me présenter plus largement, je suis surtout chirurgien orthopédiste de l'Université d'Alger. Et effectivement, très tôt, je me suis intéressé par tradition familiale à la pratique du sport et au football en particulier. Je suis membre de la commission médicale de la FIFA depuis plus de 25 ans. Quand même. Et aussi, évidemment, au niveau de ma confédération, la Confédération africaine, où j'exerce en tant que responsable médical. Mais j'ai été aussi très longtemps responsable médical de notre fédération, de ma fédération algérienne de football. On pourra en parler si vous voulez. Oui, bien sûr. Et d'autres, disons, fonctions universitaires ou chirurgicales pures en dehors de la pratique du football. On n'oublie jamais son métier. Très bien. Alors, ce soir, bizarrement, je n'ai pas envie de présenter Nasser Bouich comme étant un invité, puisque je compte beaucoup sur vous, Nasser, pour m'accompagner dans ce débat avec le docteur, puisque vous, c'est vraiment le terrain. Hein. Donc, je vais lui poser des questions de journaliste, mais je voudrais que vous lui posiez aussi des questions d'un technicien du football. Et vous êtes aussi, rappelons-le, chargé de la communication au MCA. C'est bien ça. Alors, bonsoir Nasser et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir docteur. Docteur qui s'est présenté bien modestement, c'est sûr. Il est El Biarrois comme moi. Ouais. On est donc vous avez au moins ça en commun. Non, on a des amis en commun. Il est El Biarrois tout simplement comme moi. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Inch'Allah. Alors, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire, par un cadeau que nous offrons à nos deux invités. Mais juste avant cela, le jingle. Nasser, si vous permettez, on va commencer par Dr Yassine Zergueni. Nous avons une séquence à vous montrer. Je ne vous dirai pas de quelle séquence il s'agit. Je préférerais que vous la regardiez d'abord et on en reparlera juste après. C'est parti. وبهذه المناسبة فضلنا التوجه لأحد المسؤولين الرياضيين وأنصار الفرق الوطنية بصفة خاصة الأخ الحاج محمد زرقيني وزير البريد والمواصلات ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية باش نتحدثوا معاه حول بعض النقاط اللي تخص هذه الدورة مثل أهمية الألعاب بالنسبة للجزائر وإفريقيا. ثانيا تحضير الفرق المشاركة الرياضية كيف يتم هذا التحضير. ثالثا التشجيع والمشاركة. رابعا دور تاع الأنصار والمحبين وهذه نقطة حساسة. فقبل الأخ زرقيني هذه الدعوة مشكورا ويتفضل الآن ليحدثنا عن أهمية الألعاب بالنسبة للجزائر هذه الدورة الكبيرة اللي راح تعيشها بلادنا. سي عبد الرزاق، طبعا يلزمنا في أول نقطة نتكلموا على الألعاب الأفريقية وبالخصوص بالنسبة للجزائر. هذه الألعاب هذه يعني الموضوع نتاعها كيفاش يلزمنا يعني نخموا لهذا الموضوع في الموضوع نتاع الألعاب الأفريقية بالنسبة للجزائر. أنا أظن بلي الألعاب الأفريقية هذه داخلة في نطاق شامل عام استراتيجيا، داخلة في الثورة الرياضية اللي راهي تعيشها الجزائر منذ هذه سنة، وكذلك داخلة في تنمية الرياضة في بلادنا، لأن ما يلزمناش يعني نخموا باللي هذه الألعاب الأفريقية وكذلك نقولها يعني بكل صراحة ما يلزمناش نديروا الغلطة اللي كنا درناها في الألعاب نتاع البحر الأبيض المتوسط
لان العاب البحر الابيض المتوسط من بعد ما طفاو المشاعل نتاع الالعاب هذيك كلش طفى، انتهى. كلش انتهى. Voilà, donc il s'agit de Mohamed Zerguini, Allah yarhamou, qui a été à la tête du Cora entre 68 et 83, c'est bien ça. Tout à fait. Et qui est votre papa, bien sûr. Absolument, Allah yarhamou, mais vous ne savez pas réellement la portée de ce cadeau parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Ah, le hasard fait que. Absolument, vous savez, le Mektoub. Le Mektoub, c'est ça. Mon papa, Allah yarhamou, est décédé le 21 juin 2001. Et pour l'anecdote, très rapidement, Oui, bien sûr, allez-y. je me trouvais à Buenos Aires et je dirigeais l'organisation médicale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était en 2001 et dans la nuit du 20 au 21, du 21, Ouais. 20 au 21, très tôt, Monsieur Slima Loulou, à l'époque membre de la commission exécutive de la FIFA tunisien, et Monsieur Blatter, m'ont annoncé ça dans la nuit. Et je me rappelle que ces dirigeants de très haut niveau, en particulier le président de la FIFA lui-même, a donné des instructions pour que j'arrive à temps pour Assister à son enterrement. assister à son enterrement. Et comme vous savez, entre Buenos Aires et Paris, il y a 14 heures de vol. Et ensuite, il fallait reprendre un avion de Paris. Et il a tout fait et je lui en serai toute ma vie reconnaissant pour que je puisse assister à et je puisse être là pour enterrer mon papa. Allah yarhamou, Salih. Alors, c'était très percutant ce que disait votre papa, Allah yarhamou. C'était en 68 déjà. Alors, il parlait de ne pas refaire les mêmes erreurs, 78 je voulais dire, les mêmes erreurs commises après les Jeux méditerranéens. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a toujours pas compris la leçon et on refait toujours les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Vous avez remarqué que il ne pratiquait absolument pas la langue de bois Oui, du tout. et qu'il reconnaissait alors qu'il était l'un des organisateurs des Jeux méditerranéens Oui. et qu'il reconnaissait les erreurs commises et qu'il fallait avancer et organiser des Jeux pour relancer la pratique sportive dans notre pays. Oui, Allah yarhamou, Salih. Alors, le cadeau de notre ami Nasser Bouiche, on va d'abord le regarder et on en reparlera. كويش يحيى كل لاعبين البرازيليين في الدفاع والحارس يقف كرة تخرج لصالح بويش طويلة الكرة هذه يوصل عليها بويش ايش راح يعمل؟ يراوغ ويعرقل. شوف اللاعب البرازيلي كيفاش وقفوا سد له الطريق دون ما يتعمد الخشونة. نفذ العارضة من ضربة الرأس هذه ما عرفتش منين. شهادات كبيرة يقوم بها يحيى. يراوغ مرة أخرى ما زال عنده الكرة. سوء تفاهم بين مزياني ويحيى ومغيشي. مراوغة ممتازة لريناتو. ويش مراوغة ممتازة لريناتو. Voilà. Alors, c'était un match contre Porto Alegre. Je crois que c'était un 1er novembre 1984. Mohamed Stoul me dit qu'il était au stade. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Il paraît que nous avions perdu 1-0. C'est ça, avec un pénalty raté, si ma mémoire est bonne, par l'Akhdar Belloumi. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs sur le plan technique que la sélection algérienne avait fourni durant cette période-là. C'était en 84, je crois, oui. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui faisaient leur première apparition en sélection. Déjà, j'ai vu un joueur, un ami, qui était un excellent, peut-être un des meilleurs joueurs qu'a produit le football algérien ou le Mouloudia d'Alger, c'est Saïd Merichi. Merichi, oui. Oui, qui a fait un geste technique extraordinaire, une feinte, on avait un peu.
Après, c'est vrai, il y avait de grands joueurs, il y avait Blomi, on a vu la tête de Merzekan sur la transversale. Bon, c'était une autre époque, avec une qualité de jeu exceptionnelle. Mais revivre un peu, revoir ces gestes tout simplement, c'est un bonheur. Très bien. Alors, après les cadeaux, passons maintenant à autre chose. La commission médicale de la FIFA. Pour ceux qui ne connaissent pas cette commission et ses missions, qu'est-ce qu'on pourrait dire, docteur? Brièvement, comme ça. Brièvement, le football, c'est le premier sport au monde. Oui. La fédération, la FIFA, c'est la fédération de toutes les fédérations du monde. Voilà. Et elle regroupe donc tout ce que le monde peut compter comme figure à tout point de vue dans l'organisation des compétitions de la FIFA, dans l'arbitrage, dans les départements de l'administration, dans les médias et donc du médical. Oui. Et la FIFA s'est très vite organisée du point de vue médical dans un but bien précis. Le premier motto de la FIFA, c'est de protéger la santé des acteurs du jeu. Quand on dit les acteurs du jeu, C'est les joueurs, les joueurs l'arbitre, et les arbitres Voilà. en particulier. Voilà. Donc ça, c'est le but principal. Protéger la santé des acteurs du jeu, c'est d'abord par des actes de prévention. On nous a toujours demandé, donc elle a réuni un certain nombre d'experts de par le monde qui avaient montré un intérêt pour la médecine du sport au départ, mais qu'on appelle maintenant la médecine du football. C'est réellement une sorte de spécialité qui s'est créée avec divers départements. Et donc la prévention en particulier des blessures, et c'est parti par des questions très simples posées par les dirigeants de la FIFA à ce groupe d'experts mondiaux. La toute première, c'était le président qui s'adresse à la commission et il assistait à chaque réunion de cette commission et il pose une question simple. Je vous donne un exemple. On me parle qu'il y a beaucoup trop de blessures dans le football. Oui. Beaucoup trop de joueurs ont perdu leur carrière. Il a été terriblement affecté, par exemple, par la blessure de Van Basten. Oui. Grosse perte pour le football. Oui. Voilà. Donc il a dit, il y a trop de blessures dans le football. Vous êtes des experts médicaux. Vous allez nous dire, c'est quoi ces blessures? Est-ce qu'elles sont graves ou pas? Et comment on peut y remédier ou les limiter. Et de là est partie la grande aventure de la prévention des blessures avec la création par la commission médicale de la FIFA d'un groupe de chercheurs, de relations avec un certain nombre d'universités et beaucoup de publications scientifiques à ce sujet. Et d'autres sujets sont arrivés ensuite, sur tous les domaines. La mort subite sur le terrain, depuis le décès de Jean-Vivien Foé lors d'une Coupe de Confédération de la FIFA, depuis, il y a aussi eu un engouement extraordinaire pour la prévention de ces décès sur le terrain, avec la création d'un examen préalable obligatoire, le Pre-Competitive Medical Assessment, le PCMA, que tout le monde connaît maintenant, et aussi, à côté de ça, parce que la prévention n'est pas toujours suffisante, c'est de s'organiser sur le terrain pour pouvoir sauver les vies s'il y a un arrêt cardiaque. Et il y a maintenant une organisation pour ça. Sont suivis des sujets comme les traumatismes crâniens. On pourra en parler parce qu'il y a un sujet pendant actuellement à propos d'un joueur à Béjaïa, pour ne pas le citer. On pourra en dire un mot. Et d'autres sujets encore. On m'avait même confié un sujet très particulier qui m'a tenu à cœur, qui était le projet de recherche pratiquement de ma carrière, c'est l'impact du jeûne du Ramadan sur la pratique du football et la performance du footballeur. Que nous avons mené de bout en bout avec beaucoup de publications et maintenant on le connaît de mieux en mieux, mais la recherche continue. En tout cas, on comprend que tous les aspects sont pris en compte et c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à nous? Ça, c'est ce que je voudrais vraiment qu'on développe plus tard. Mais sur un plan personnel,
atterrir comme ça dans la commission médicale de la FIFA, vous l'avez pris comment? Vous étiez impressionné, l'Algérien qui débarque comme ça là. Absolument. En fait, c'était parti à l'époque. Ça me permet de revenir sur ma petite carrière. J'avais postulé à l'époque par intérêt de cette pathologie particulière pour un poste universitaire au Centre national de médecine du sport, qui à l'époque, au milieu des années 70, était exclusivement dédié à la pathologie sportive. Nous avions même un département de chirurgie orthopédique simplement dédié aux footballeurs. Et je travaillais là et nous avions évidemment des programmes de recherche, et j'ai été amené avec mes confrères là-bas, et en particulier à l'occasion d'une thèse très intéressante qui avait été présentée pour devenir docenta du professeur Ariski, Nordin Ariski, qui avait fait une thèse sur la pubalgie du footballeur. Tout à fait. Et, Vous parlez du CNMS là, non? absolument. Oui. Et il était médecin rééducateur. Il y avait aussi le professeur Rachid Bourras, et j'étais le chirurgien de ce groupe Oui. pour la pathologie sportive. Et j'ai eu à présenter, avant les Jeux de Barcelone, le travail de cette équipe. Et c'est probablement là que j'ai été un peu remarqué. Et j'ai été invité à une première réunion à Zurich. C'était effectivement extrêmement impressionnant parce qu'il y avait de réelles sommités mondiales. Ouais. Et Je ça reviendrai dure. un peu sur le docteur Nordin Ariski à l'époque, c'est vrai. C'était la thèse de la pubalgie, je crois. Ouais. Absolument. Et moi qui souffrais un peu de pubalgie, c'est lui qui m'avait pris en charge à l'époque. Et ça a été vraiment... Très bien. Alors, Non, mais on va c'est vrai, rester ça, quand même dans le domaine de la médecine. Il y a des aspects comme ça, parce qu'on parle beaucoup de choses négatives dans le monde du football et du sport d'une manière générale chez nous. Mais il y a parfois comme ça des opérations qui me font chaud au cœur, et je pense qui font chaud au cœur à tous nos téléspectateurs. C'est cette opération de don de sang qui s'est déroulée il y a à peu près une semaine et à laquelle vous avez participé. C'était important pour vous, Nassar Bouich? Oui, c'était important pour moi et pour tout le monde, parce que même au niveau du club, il y avait un message pour tout le monde, pour les joueurs, pour le personnel, pour tout, qui peuvent un peu contribuer à ce don de sang. C'est vrai, vous savez que l'Algérien, d'une façon générale, pour ses gestes de bienfaisance, il est là, il est présent. Après, c'est en cette période de pandémie où les gens peut-être sont craintifs, c'est tout à fait normal. Ouais. Il faudrait qu'il y ait un protocole sanitaire en amont, il faudrait qu'il y ait une organisation. Mais alhamdoulilah, ce jour-là, il y avait une organisation parfaite de l'équipe de transfusion sanguine, c'est ça, docteur? Et je pense que c'est un geste de bienfaisance. Il y a des enfants malades, il y a des enfants cancéreux, il y a des femmes malades qui décèdent tous les jours. Bon, alors ils ont besoin de sang. Je pense qu'il fallait qu'il y ait une mobilisation. Je trouve que ça a été fait convenablement. Oui, c'est la deuxième du genre. Alors, docteur, il y a eu cette pandémie combinée au mois d'Ramadan, parce que beaucoup hésitent à aller donner leur sang pendant le mois d'Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour dissiper un peu ces craintes par rapport à cette pandémie? Comme quoi, il n'y a pas à avoir peur en allant donner son sang. D'abord, je voudrais dire que c'est un programme excellent. Je serai toujours épaté par la solidarité qui règne dans notre pays. Ouais. Il suffit d'appeler et puis les choses se développent très rapidement. Je pense que c'est une des grandes caractéristiques de la population algérienne. Il faut juste leur demander, mais il faut bien s'organiser. Ouais. Effectivement, il y a eu une diminution nette des dons de sang qui sont habituellement liés à un certain nombre de facteurs, comme le mois de Ramadan, comme cette pandémie où les gens, nous avons déjà connu ça un peu partout dans le monde d'ailleurs, par rapport au HIV, oui. Où les gens quand même réfléchissent à deux fois avant d'aller se faire piquer, oui. Ne sachant pas comment ça pourrait se terminer. Mais moi, j'aimerais vraiment lancer cet appel et demander aux Algériens de faire confiance. Vous savez, nous avons une organisation de dons de sang
qui est extrêmement bien entraîné et qui connaît parfaitement son travail. Et ce sont des gens qui ont, quand vous allez les voir, il y a des conditions quasi parfaites de prévention. Et je ne crois pas avoir déjà entendu d'accident ou d'incident à ce propos. J'encourage vraiment les gens à faire ce don de sang parce que c'est très attendu dans les hôpitaux. Très bien. Alors, il était important justement de le souligner. Et par qui? Par un médecin qui est dans la commission médicale de la FIFA. Alors, moi, je vais vous poser une question et je voudrais que vous me répondiez sincèrement. On est tous contents, on est tous fiers d'avoir comme ça des gens comme vous dans des institutions, dans des commissions internationales. Est-ce que vous vous sentez exploité, et je dis exploité dans le sens positif du terme, mais non dans le sens péjoratif, convenablement en Algérie, ou vous avez l'impression que comme ça, parfois, on fait appel à vous parce que ça fait un peu fun qu'il y ait une participation comme ça de quelqu'un qui a réussi dans des congrès ou des journées mondiales, et puis dès que vous partez, on oublie ce que vous avez dit. Très sincèrement. Non, je vous répondrai toujours très sincèrement lors de cette émission et même après. Très bien. Vous savez, quand il y a une certaine satisfaction personnelle, évidemment, on ne peut pas le nier, d'avoir abouti à un rêve. J'adore mon métier de chirurgien orthopédiste. Je me suis très vite intéressé plutôt à la pathologie sportive. J'ai opéré beaucoup de joueurs. Et donc, être parvenu au sommet de cette spécialité et fréquenter les meilleurs de ce monde, c'est une énorme satisfaction que j'ai essayé de transmettre au niveau africain, à la CAF, mais aussi à la Fédération algérienne de football. J'ai été très longtemps responsable médical de la fédération. Et bon, mais il y a eu des jeunes, il y a des gens très compétents aussi. Je ne suis pas le seul. Et non, j'ai toujours répondu présent avec plaisir quand j'ai été sollicité pour une raison ou pour une autre, pour l'équipe nationale, pour les clubs, pour... Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure, en discutant, que ce qui était important pour vous, c'est qu'il y ait ce climat de confiance entre, par exemple, cette commission et, si on devait parler de l'Europe, des grands clubs européens qui réalisent à quel point vous êtes important pour eux et qui vous accompagnent dans votre démarche. Nassar Bouich, est-ce qu'on peut ressentir ça dans nos clubs, ou est-ce que c'est plutôt un fardeau lorsqu'on voit quelqu'un débarquer comme ça, on va dire il va nous tarabuster avec ses recommandations. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'on a besoin de gens comme Dr Zergueni? Tout d'abord, le plus important, personnellement... Je parle de nos clubs. Non, personnellement, c'est-à-dire que c'est un produit de l'université d'Alger déjà. Oui. Ça, c'est très, très important. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Alhamdoulilah, on est heureux pour Docteur, on est heureux pour tout Algérien qui réussit. C'est très, très important. Mais c'est vrai qu'ici, il y a du néant, il faut le dire. Aujourd'hui, Docteur appartient à l'élite mondiale, il faut le dire, de ce secteur de médecine sportive. C'est l'élite mondiale. Quand on est avec toutes les fédérations du monde entier, à la tête de CONMEBOL, comme on discutait tout à l'heure, asiatiques, européens, il faut le dire. Quand on est dans cette structure, il n'y a rien à dire. Mais ici, quand la personne arrive, c'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension, bien qu'il y a du néant ici chez nous, il faut le dire. Il n'y a pas réellement de médecine sportive. Aujourd'hui, on voit les joueurs qui se blessent, qui mettent 2, 3, 4 mois pour une juste petite blessure pour revenir à la compétition. Il y a des décès comme le disait Docteur tout au début, le truc de PCMA et tout, les gens négligent aujourd'hui. Il y a des décès d'arrêt cardiaque. C'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on a des compétences comme ça et qu'on a des athlètes qui décèdent d'un truc cardiaque, je crois que qu'on aurait pu éviter justement. Non, mais il faut tirer la sonnette d'alarme. Bien qu'aujourd'hui, on discutait, il y a les Jeux méditerranéens qui vont se... Inch'Allah, dans la ville d'Oran, bientôt, dans quelques mois, et qu'on sait que dans l'ouest algérien, il n'y a pas de clinique sportive, même dans l'est algérien, peut-être dans le sud algérien.
il faut le dire, il n'y a pas de clinique spécialisée, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Quand, vous savez, l'Algérie est un continent. Oui, Nasser, et en plus, nous, lorsque nous parlons... Mais je parle de compétences qui non, existent. justement, lorsque nous parlons d'abriter une Coupe d'Afrique des Nations ou d'abriter je ne sais quel championnat, on parle plus des infrastructures sportives et on oublie l'aspect médical, par exemple, comme la présence de cliniques médicales. Après, s'il y a un pépin, on va pas... Pardon, Halim, je crois que le docteur l'a bien précisé tout au début, quand le président de la FIFA, Oui. M. Infantino, qui assiste personnellement. Et qui insiste, c'est vrai. Ouais, Peut-être l'exemple le plus, c'était Marco Van Basten. C'est comment un joueur de ce calibre se blesse une cheville, il perd un peu toute une carrière plus que prometteuse. Peut-être c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut tirer la sonnette d'alarme. Très bien. Alors justement, on va arriver à cette éventuelle reprise du championnat et puis ce protocole sanitaire. Mais avant cela, notre ami Saïd Flak s'est intéressé à la dernière sortie médiatique du président de la Fédération algérienne de football qui parlait de son éventuel retrait après la fin de son mandat et aussi de son souhait de voir le championnat reprendre. Invité de la radio nationale, le président de la Fédération algérienne de football, Kherdine Zatchi, a exprimé sa décision de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance fédérale qui arrive à terme au mois de mars de l'année prochaine. L'ancien président du club de Paradou estime avoir atteint ses objectifs et qu'il est temps pour lui désormais de céder sa place à une autre personne. Par ailleurs, Kherdine Zatchi a refusé de polémiquer en déclarant que la FAF n'a jamais envisagé d'entrer en conflit avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a interdit récemment dans une circulaire tout changement interne au niveau des fédérations sportives à l'approche des élections. Le président de la fédération a dénoncé une cabale menée contre sa personne et a démenti aussi toute intention d'exclure les membres de la glorieuse équipe du FLN de l'Assemblée générale, comme cela a été rapporté par certains médias. Pour ce qui est du scandale de l'enregistrement sonore qui a terni davantage l'image du football national, Zatchi s'est contenté de dire que l'affaire est actuellement entre les mains de la justice et qu'il fallait la laisser faire son travail, précisant que sa structure a toujours dénoncé ce genre de dérive. Enfin, et pour ce qui est du débat du moment relatif à la reprise ou pas de la saison footballistique 2019-2020, Kherdine Zatchi a réitéré sa volonté et celle de l'instance fédérale à poursuivre les différents championnats suspendus depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Une reprise qui s'annonce toutefois très compliquée alors que le déconfinement total n'a pas encore été entériné par les pouvoirs publics. Réunis jeudi dernier à Oran avec les responsables de la Ligue de football professionnelle, les représentants de clubs de Liga et Ligue 2 de l'ouest du pays ont unanimement appelé à l'arrêt prématuré de l'actuel exercice. Reprise très compliquée, comme le dit si bien notre ami Saïd Flak. Et puis, pour information, je crois que les clubs de l'Est vont se réunir demain. Et on voit, la tendance commence à se préciser, beaucoup sont contre cette reprise. Déjà, il y a eu un premier sondage à l'ouest du pays, je pense. Vous étiez favorable à la reprise du championnat à un certain moment? Ou du moins, vous êtes prêt, si reprise il y a, pour... Favorable, je dirais non, mais notre club est prêt pour qu'il y ait une reprise. Après, il faut peut-être pas voir notre club, c'est-à-dire qu'il faudrait voir, il faut le dire sincèrement, les autres clubs s'ils pourront suivre un peu tout ce protocole sanitaire où ils ont les moyens de reprise. Ça, c'est très très délicat et très important. Alors, avant d'arriver à ce protocole, docteur Zerghini, je vais revenir sur un aspect qu'a évoqué notre ami Nasser Bouich tout à l'heure. Prenons juste l'exemple des décès sur les terrains de football dus à des arrêts cardiaques. Il y a eu des recommandations de la part de votre commission, de la FIFA, quant à la présence d'ambulances médicalisées, de défibrillateurs sur les terrains et tout, et puis former comme ça des gens pour les premiers soins, pour pouvoir sauver justement ces gens. Est-ce que vous avez l'impression, quelques années plus tard, qu'elles ont été suivies, ces recommandations? Alors, je pourrais répondre à deux niveaux. D'abord, au niveau de la Fédération algérienne de football. La Fédération algérienne de football, depuis une dizaine d'années, a correctement et assez parfaitement suivi les recommandations de la FIFA. Il y a un centre national technique où il y a un centre médical de référence qui est conséquent, très bien équipé,
avec des conventions avec des centres hospitaliers universitaires, en particulier pour la cardiologie. Les examens, en tout cas de nos équipes nationales, se font au plus haut niveau et les dossiers sont parfaitement établis. J'ai eu à le vérifier lors des compétitions de la FIFA ou africaine, parce que à ce niveau-là, je suis en charge de contrôler un certain nombre de dossiers. Et je peux vous assurer que la Fédération algérienne, depuis que nous avons installé, moi en particulier, entre autres collègues qui ont beaucoup travaillé, même après mon départ, je salue ici le docteur Yirdah, qui a continué ce travail et qui l'a réellement bien continué. Il t'a félicité. Mais ce n'a pas été suivi, à mon sens, correctement par les clubs. Et justement, on arrive au club. Donc, malgré toutes nos missives, malgré les séminaires organisés, malgré parfois des petites colères, les clubs n'ont pas suivi pour différentes raisons. Et c'est pour ça que nous avons eu parfois à contrôler leurs dossiers médicaux effectués, et nous avons été des fois choqués de retrouver l'état de ces dossiers. Il y a eu des incidents de décès sur les terrains. Il y a d'autres blessures qui sont très importantes aussi, et qui font l'effet d'un programme FIFA, ce sont les traumatismes crâniens. Nous avons eu déjà dans l'histoire du football algérien des décès, en partie liés à l'état des terrains. Très comme souvent, c'était le cas de Gasmi avec la JSK. Par exemple, ou avant ou même après. Et il y a un cas récemment dont j'ai entendu parler, qui est un joueur de Béjaïa. Dans un choc à l'entraînement. Et qui, à mon sens, d'après ce que j'en sais, je n'ai pas les détails du dossier, mais vu la présence de beaucoup de dirigeants, du président même de la Ligue professionnelle de football, il s'agit donc d'un problème autant médical que social. Et j'aimerais insister sur un point. La prise en charge médicale du footballeur, en particulier amateur, mais aussi professionnel, demande non pas seulement de la prévention, mais aussi de l'organisation des soins. Et l'organisation des soins demande la préparation, un préalable où ce joueur va être soigné, qui va payer ses soins et qui va lui donner l'argent qui lui manque pendant qu'il ne joue pas. Il faudrait penser aux assurances. Ces 3 points n'existent pas. Et c'est le cas de ce joueur, et qui devient un cas jusqu'à ce que les autorités du football arrivent à aller l'aider par des chèques. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un cas qui domine de la... voilà. Alors que le football professionnel, et ça se fait dans le monde entier, et nous avons même un projet pour la fédération et qui date de quelques années, mais qui n'a pas encore démarré, malgré nos propositions, c'est l'assurance, une assurance correcte du footballeur. Et on pourra développer un autre jour ce sujet qui est extrêmement important. Pardon, docteur, si on gère ce dossier du joueur là, de Béjaïa, on est au stade de l'amateurisme. C'est-à-dire il faudrait donner un chèque par là, une somme d'argent par là. Alors justement, ceci m'amène à vous poser cette question, Nasser. Docteur le disait, c'est même pas un problème de moyens financiers ou humains, c'est plus un problème d'organisation et de volonté, j'ai envie de dire. Est-ce que cette volonté est absente pratiquement dans tous nos clubs? On aspire à un professionnalisme, on a déboursé beaucoup d'argent, notamment dans la masse salariale, mais on n'a pas investi presque un sou dans tout ce qui est soins. C'est généralement médical. Dans tous les clubs, c'est des volets qu'on néglige, tout simplement. C'est tout simple, c'est une organisation, c'est un service qui est là, qui existe dans le club. S'il y a un accident de travail, c'est un traumatisme par exemple sur un terrain, une blessure où le joueur ne pourra jamais plus revenir à la compétition, il faudrait qu'il y ait une prise en charge. Après, si
On ne peut pas gérer à chaque fois, quand je vois moi l'intervention d'un président de ligue ou d'un dirigeant ou d'une instance qui arrive, qui donne un chèque comme ça, mais après, combien ça subvenir aux joueurs pendant une certaine... charité. Non, la charité, c'est pas comme ça. On ne gère pas aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est un détail. Mais moi, non, mais c'est un détail de taille. Mais en amont, moi, j'aimerais bien parler, le docteur qui est mieux placé que moi, depuis l'apparition de ce Covid, cette pandémie, il faut le dire, c'est vrai que le monde est à l'arrêt, il faut le dire. Mais si on parle du sport, il y a beaucoup de choses qui sont sorties au grand jour comme ça, que ce soit sur les chiffres, sur le business, parce que sur les droits télé, sur tout qui va avec, les contrats de joueurs, il faudrait tout est à refaire. Il faut le dire, il faut un peu une réorganisation. Je ne sais pas, le docteur, s'il est d'accord avec moi. Il faudrait une réorganisation. Je vais rebondir sur ça. Oui, il parle justement de ça. Mais à l'ombre de ce que dit Nasser Bouich, justement, est-ce que vous êtes optimiste en proposant comme ça un protocole sanitaire pour une éventuelle reprise du championnat? Parce qu'il faut prendre cette réalité en compte. Hein. Oui. Je vous réponds oui, parce que nous avons vu le président de la fédération parler de la reprise. C'est dans l'ADN d'une fédération et de son président de dire nous devons jouer au football. Le contraire m'aurait étonné. Même plus, le contraire m'aurait choqué. Mais quand on veut ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut se donner les ressources de toutes sortes, financières, organisationnelles, et les ressources structurelles et humaines. Et il faut s'organiser, ce qui n'est pas actuellement le cas de nos clubs, ou de tous nos clubs. Il y a bien sûr des exceptions. Des exceptions par-ci, par-là. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra très certainement prendre le temps, même en allant vite, d'organiser ou d'établir une organisation minimum basique des clubs pour faire face. Je vais vous dire pourquoi il faut le faire. Parce qu'il faut, comme il l'a dit, je suppose, il faudra certainement reprendre la pratique du football. Oui. Peut-être pas demain ou après-demain. Mais donc, c'est un métier aujourd'hui. Il faudrait que les gens... Pardon, je termine. Il faudra le reprendre. Et on devra certainement le reprendre dans une situation qui ressemble un peu à celle-là. Je ne pense pas qu'on puisse, j'espère à la kulli hal que Rabbi nahalina al-waba hada, mais il faut être pragmatique. Je pense qu'en septembre ou en octobre, il y aura aussi des soucis et que nous devrons, même si on reprend cette compétition, la prochaine, on devra de toute manière établir cette organisation. Depuis l'apparition du Covid, tout allait changer. Il faut le dire, le monde a été à l'arrêt. Et il va falloir s'adapter justement à cette nouvelle réalité. On a chaque jour des surprises. On ne sait pas, on est dans le flou. On navigue à vue. Il faut le dire, on ne va pas dire on reprend. Mais nous avons des précurseurs, nous avons maintenant des exemples. Oui, il y a la Bundesliga qui a repris. Je voulais revenir avec le docteur. Par exemple, docteur, vous qui êtes en contact direct avec les différentes fédérations ou confédérations, c'est-à-dire il y a eu la reprise en Allemagne. Je crois que vous êtes proche un peu des médecins de la FIFA ou de l'UEFA surtout, parce que quand on parle d'Europe, c'est l'UEFA. Le protocole sanitaire en Allemagne, ça a dû prendre des jours et des nuits de réflexion pour trouver... Vous nous aviez dit justement, vous nous aviez dit que c'était un protocole qui était sur 72 pages et que le détail était pris en compte, à savoir les ramasseurs de balles qui nettoyaient le ballon à chaque fois. Mais là, on parle de l'Allemagne. Oui, on parle de la Bundesliga et vous avez une relation directe avec... Absolument. Parce que dans le travail que nous avons fait au niveau de la FIFA, vous avez dû voir arriver le document de la FIFA, guide, une sorte de guide pour la reprise des compétitions dans le football. Il a été réalisé par un groupe qui a été désigné par la FIFA, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, avec les représentants prestigieux de toutes les confédérations, la CONMEBOL, CONCACAF,
l'AFC, l'Asiatique, l'UEFA, la CAF et l'Océanie. Et nous avons travaillé quelque temps et nous avions parmi nous en particulier le président de la commission médicale de la fédération allemande qui est aussi le responsable à l'UEFA et qui nous a beaucoup parlé de tout le travail qu'ils avaient déjà commencé il y a quelque temps et qui a abouti, et je crois que la Bundesliga fait figure d'exemple parfait. C'est ça, ça a été. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est un travail qui a été fait d'abord par des experts allemands pour des joueurs allemands. Ouais. C'est-à-dire que L'adaptation. les conditions sont optimales. Ouais. Nous pourrons éventuellement, dans un pays ou un autre, avoir d'excellents professionnels de médecine, Oui. mais des joueurs moins disciplinés. Tout à fait. Et nous pourrons avoir aussi des pays où les ressources humaines sont limitées et les joueurs indisciplinés. Tout à fait. Cela, je leur conseille vivement de ne pas reprendre. Carrément. Parce que nous sommes à peu près certains que les conditions ne seront pas les bonnes. Oui. Mais je crois que chez nous, nous pouvons adopter des conditions bien précises. Moi, je suis vraiment du côté des autorités sanitaires de notre pays qui ont très vite donné leurs décisions, qui ont donné leur organisation. Et des fois, on peut retrouver des critiques, mais les critiques, ils ne savent pas peut-être à quoi nous avons échappé. Oui. Ils peuvent voir les conditions actuelles et peut-être les critiquer, Puis c'était une mais situation- qu'est-ce qu'on aurait pu devenir Tout à sans fait. ces décisions? Sans ça, tout à Ça, Oui. Et c'était Et une je- situation tout à fait inédite, hein, donc personne n'était Absolument. C'est une préparé. première. C'est une première. Donc, je pense que de la même manière, nous pouvons étudier l'organisation comme je l'ai fait dans la publication de ces propositions, qui restent des propositions. Oui. La réalisation, c'est une autre histoire. Alors, je vais revenir à ces propositions concrètement et vous allez en débattre peut-être avec Nassar Bouich. Mais juste avant, pour rester un peu dans l'esprit de l'émission, Parlons Sport, c'est aussi l'actualité internationale. Elle nous est résumée en bref. On regarde. Faute éthique, un manque de vigilance, mais pas un crime. La défense de l'ancien patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack, jugé à Paris pour corruption sur fond de dopage en Russie, a demandé jeudi au tribunal d'être indulgent et de tenir compte de son âge. Le jugement sera rendu le 16 septembre 2020. Après avoir plaidé la relaxe, l'un des avocats du Sénégalais de 87 ans n'a pas écarté l'hypothèse que les juges le condamnent. La veille, les procureurs financiers ont requis 4 ans de prison et 500 000 € d'amende pour corruption, blanchiment en bande organisée et abus de confiance contre l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, interdit de quitter la France depuis son arrestation en novembre 2015. 5 ans de prison et la même amende ont été requis contre son fils Papa Massata Diack, ancien conseiller marketing à l'IAF et acteur clé de l'affaire, resté au Sénégal et jugé en son absence. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en tant que consultant. De nouveaux gros soucis pour Christian Coleman, sacré champion du monde du 100 mètres à Doha l'automne dernier, après avoir échappé de peu à une suspension pour manquement à ses obligations de localisation en 2019. Le sprinter américain de 24 ans se retrouve confronté à une situation similaire. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a annoncé ce mercredi matin sa suspension provisoire pour manquement à ses obligations de localisation effectives depuis le 14 mai. Coleman avait révélé mardi de lui-même sur son compte Twitter un nouveau manquement à ses obligations. Et maintenant, cela pourrait conduire à ma suspension, écrit le sprinter d'Atlanta, affirmant avoir tenté en vain de contester au cours des 6 derniers mois l'infraction auprès de l'AIU, chargée notamment de la lutte antidopage. Le marathon de Londres se déroulera bien le 4 octobre, assurent ses organisateurs qui veulent mettre en place des moyens innovants pour pratiquer la distanciation sociale. Alors que le marathon de Boston, qui est le plus vieux au monde, avait été repoussé d'avril à septembre avant d'être annulé, celui de Londres va-t-il également être victime de la crise sanitaire? Également programmé en avril le 26, il a été décalé au 4 octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Mais la récente annulation du Great North Run, ce semi-marathon disputé entre Newcastle et South Shields, pouvait laisser penser que le marathon de Londres allait subir le même sort. Sauf qu'il n'en est rien, à en croire les organisateurs.
L'ex-attaquant brésilien Ronaldo a dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé. Propriétaire du club de Valladolid, Il Fenomeno s'est prêté au jeu de l'attaquant idéal qu'il aimerait pouvoir s'offrir s'il avait les moyens du Real Madrid. Et la réponse n'a pas tardé. Je signerai Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus, moi, lorsque j'étais joueur, a-t-il lancé. Un sacré compliment qui ne laissera sûrement pas insensible le Français. Lancé sur le sujet des transferts et sur le potentiel de Haaland qui affole les statistiques à Dortmund et pourrait être une des cibles futures du Real Madrid au même titre que Mbappé. Il s'est montré plus réservé. Il est encore jeune et a eu une assez bonne année avec de nombreux buts. Nous verrons comment il finira. Les grandes équipes vont sûrement regarder, mais le Real Madrid a de bons joueurs comme Benzema qui marque chaque dimanche, a-t-il considéré. Voilà, alors nous avons tous les yeux rivés sur les championnats européens et ça nous fait rêver. On a tous envie que le championnat reprenne aussi chez nous. Et pour que ce championnat reprenne, il va falloir trouver le bon protocole qui marche avec la réalité algérienne. Alors, la proposition de ce protocole, docteur, elle est venue comment? C'était sur demande de la FAF, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Oui. D'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai participé à la rédaction et la réalisation déjà de 2 protocoles. L'un pour toutes les fédérations du monde. Donc pour la FIFA. Celui de la FIFA, réalisé par le groupe dont je vous ai parlé, mais aussi avec des ajouts de la commission médicale de la FIFA. C'était différent, dont je fais partie aussi. Et d'un certain nombre d'experts de l'OMS, d'autres institutions. Donc c'est un guide qui est quand même élaboré de manière extrêmement sérieuse, avec des ressources de très haut niveau. Je parle de ressources, je ne parle pas de moi, je parle des ressources scientifiques externes. Et, y compris vous, hein, docteur. Faut modestement. Oui. Ensuite, nous avons fait le même parcours avec la Confédération africaine de football. Et nous avons fait quelque chose d'assez original et intéressant. Nous avons travaillé avec la direction technique de la CAF. C'est la première fois que nous nous réunissions aux 2 commissions pour parler de solutions africaines pour la reprise en Afrique avec les responsables techniques de la Confédération et les responsables médicaux. Et je pense que le résultat de nos travaux ne va pas tarder à arriver. Vous parlez des reprises des coupes africaines ou des... Non, même des championnats d'Afrique. Des championnats africains. Et il y avait avec moi donc à ces réunions 2 de nos techniciens. Il y avait Chafer qui est DTN. Amar Chafer qui est DTN à la FAF. Il y avait mon ami Khorechi qui était aussi dans ce groupe de la CAF, du point de vue technique, et Madame Fertoul. D'accord. Donc nous étions représentés en force dans ce groupe pour réaliser ce document de la CAF qui va bientôt paraître. Et donc j'étais, moi, dans le bain de cette réflexion, lorsque le secrétaire général de la FAF m'a invité à discuter et m'a demandé de réellement, dans les faits, proposer un document. Bon, je l'ai réalisé et nous avons discuté de la manière de le présenter. Et puis, bon, après les discussions, j'ai pris la décision de le présenter tout simplement à tout le monde, au club, à la fédération, aux instances sportives. C'est devenu une initiative individuelle. Absolument, personnelle. L'idéal je l'ai écrit de A à Z. L'idéal, docteur, aurait été qu'il soit adopté par la fédération. Hein. Mais il faut poser cette question à la fédération. Moi, je l'ai conçu. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, parfois on fait appel à certaines institutions, mais après on ne suit pas leurs recommandations. C'est à se poser des questions. Mais c'est pas impossible qu'il soit suivi. Il n'y a rien. Espérons-le en tout cas. Mais dans ce protocole, les grandes lignes de ce protocole pour voir s'il est, avec Nassar Bouich, s'il est vraiment praticable. Alors, les grandes lignes, d'abord, j'avais fait un préambule pour présenter la situation du football dans la période Covid, mais aussi la situation nationale de la pandémie. Parce que dans les protocoles
édité par la FIFA, mais qui va être édité par la FAF, l'une des recommandations principales, c'est de rester très proche des autorités sanitaires nationales. du pays. Oui. Absolument. On ne peut rien faire sans elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont une vision beaucoup plus globale sur la situation du pays. Nous connaissons les clubs, le football. Mais ces clubs, ils sont dans un environnement. Ils savent tout ce qui se passe à tout point de vue. Médical, des ressources hospitalières, des médecins, des possibilités de soins. Nous ne savons pas tout ça. Donc on reste très proche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, l'argent justement. Qu'est-ce que je propose d'emblée? C'est de budgétiser ce programme. Pourquoi? Parce que le Covid est arrivé peu ou prou au début de l'année. Il n'y avait aucune institution au monde, qu'elle soit football ou pas, qui a prévu un budget Covid. Tout à fait. Ça n'existe pas. Alors, il fallait le créer. Je pose la question, d'où l'argent va venir? C'est-à-dire, il n'y a pas de budget. Donc il faut créer un budget. Et créer un budget, parce qu'il va y avoir un certain nombre de dépenses, et un certain nombre d'équipements, un certain nombre de dépenses, prise en charge, de fonctionnement, de voyages, de choses comme ça, de payer des spécialistes, etc. Il faut budgétiser tout ça. Je ne sais pas. Des examens médicaux, il faut budgétiser tout ça, savoir d'où viendra l'argent et le donner à tous les gens qui vont en avoir besoin, et surtout aux clubs. Pourquoi? Parce que les clubs n'ont certainement pas ces moyens-là. D'accord. Voilà le point. L'autre point... Les autres points, je pense qu'ils sont un peu techniques, ils sont réalisables. Il y a un autre point très important du point de vue organisationnel. Il faut à chaque institution, depuis la fédération, peut-être même au-dessus de la fédération, la ligue, les clubs nommer un monsieur ou une madame Covid. Il faut qu'il y ait. Tout à fait. Ça, c'est un problème d'organisation. Pour pouvoir coordonner. Si on décide qu'il doit y avoir des moyens et qu'ils arrivent, il faut quelqu'un pour coordonner tout ça. Parce que c'est une affaire technique, médicale, logistique, médiatique. Il faut quelqu'un qui... Très bien. Et j'ai même décrit le profil. Le profil. C'est-à-dire. Et vous avez mis l'accent sur quelqu'un qui aime le football parce que c'est important pour vous. Oui. Très bien, docteur. Alors, à l'ombre de ce qu'a dit docteur Zerguini, est-ce que vous pensez réellement, Bouich, que nous pourrions un jour espérer que notre championnat Ligue 1 et Ligue 2 puisse reprendre? Bon, sur le premier point, qui est un peu tout ce qui est relié aux instances sanitaires, je pense que c'est faisable, parce qu'il faut être informé, il faut être à la une, il faut être... Mais quand il parle déjà de budget, déjà que vous aviez des problèmes. Déjà, quand on avance un petit peu, il y a le truc, il faudrait budgétiser tout ça. Après budgétiser, il y a peut-être... il faut le dire, il y aura 1, 2, 3, voire 4 clubs qui feront ça, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Je crois que c'est la problématique. C'est ça, je pense que ça sera très délicat, sensible, voire impossible que des équipes puissent, ou des clubs, puissent suivre un peu ce protocole dans ce sens. Après, désigner un monsieur ou madame Covid et tout ça, je pense que c'est faisable. Vous avez la chose. Mais le plus important, à mon avis, tout ce qui est budget, va un peu freiner un peu cette Moi, j'ai une seule certitude après toutes ces émissions, que le débat n'est pas encore clos, il est loin d'être clos, donc on va certainement revenir et en reparler, peut-être avec vous aussi, docteur Zerguini. Merci Nasser de m'avoir accompagné. Non, mais docteur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et voilà, et ça vous a permis de voir docteur. Docteur, c'est toujours un plaisir. J'espère vous revoir très bientôt et reparler un peu de votre... Voilà. Non, moi je voudrais vraiment qu'on revienne un peu sur votre parcours d'une manière générale, parce que vous pourriez éventuellement être un exemple pour tous les Algériens, notamment ceux qui ont choisi de faire médecine. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salam.